Light était un aventurier honnête, dont le seul désir était d'offrir une vie meilleure à sa famille. Cependant, lorsque son groupe le trahit et le précipite dans un donjon grouillant de monstres, il utilise son gacha pour invoquer une servante de niveau 99 999 et entame son ascension vers la surface, mu par une soif de vengeance. L'histoire débute dans un monde où 9 races coexistent, et parmi elles, les humains étaient considérés comme les plus faibles, stigmatisés comme des déchets en raison de leurs niveaux insignifiants. Un jeune garçon humain nommé Light décide de quitter ses parents et ses frères et sœurs pour se lancer dans un périple, rêvant de devenir un grand aventurier capable d'offrir un jour une vie luxueuse à sa famille. Ses voyages le mènent finalement à une cité où sa race ne lui vaut que mépris, et il finit par se faire réprimander par un homme bête sans autre raison que d'être humain. Haussant les épaules, Light se dirige vers la guilde des aventuriers pour entamer sa nouvelle vie et s'inscrit comme débutant de classe F. Lorsque la réceptionniste lui demande s'il possède des compétences dignes d'intérêt, il déclare fièrement sa capacité, le gacha illimité. Curieuse, la réceptionniste l'observe alors qu'il la démontre en appuyant sur le bouton du gacha, tirant une carte qui ne révèle rien de plus qu'une simple fourchette. Avec assurance, il prononce « libéré », mais seule une fourchette tordue apparaît dans sa main, laissant la dame peu impressionnée, se demandant comment il compte vaincre des monstres avec de simples couverts. Light insiste sur le fait que sa compétence recèle bien plus, mais ses tirages suivants ne font qu'empirer les choses, produisant une pomme pourrie et un morceau de pain couvert de moisissures. La réceptionniste est déçue et confirme que la classe F est effectivement parfaite pour lui, puis le dirige vers le tableau des quêtes où sont affichées les missions les plus faciles. Light se sent abattu, et son expression suffit à faire comprendre à la réceptionniste qu'il ne sait probablement même pas lire. Elle l'aide à trouver des petits boulots simples, pénibles et sous-payés, et même si la rémunération est misérable, notre héros les accepte avec enthousiasme. Il finit par effectuer toutes sortes de travaux de force, gagnant juste assez pour s'offrir une nuit bon marché à l'auberge. Cette nuit-là, il prie pour enfin tirer quelque chose de comestible de son gacha pour son dîner, contrairement aux fruits pourris qu'il avait obtenus plus tôt à la guilde. Malheureusement, la chance ne semble pas lui sourire, car il tombe sur un groupe d'hommes bêtes dans la rue qui exige une compensation et lui vole le peu d'argent qui lui reste. Lorsque Light tente de protester, il est facilement repoussé et laissé à terre, meurtri et humilié. Alors qu'il peine à se relever, un groupe d'aventuriers arrive et l'elfe lui tend la main, craignant de lui faire plus de mal lorsque ses mains sales effleurent accidentellement une elfe. Light implore la pitié, mais l'elfe le surprend en le serrant doucement dans ses bras et en l'assurant qu'il n'a rien à craindre. Le groupe se présente comme la Concorde des Tribus, une équipe représentant les 9 races. Un par un, ils partagent leur nom, jusqu'à ce que le loup-garou souligne que la seule chose qui leur manque est un membre humain. L'elfe noir Xian explique que leur objectif est d'effacer les barrières de la discrimination raciale et d'apporter l'unité entre les races. Le draconien Drago tend alors la main vers Light, l'invitant à les rejoindre, et le jeune homme fauché et malchanceux accepte avec empressement ce qui ressemble à une opportunité unique dans une vie. Alors que leur histoire se poursuit, Light se retrouve encerclé par de féroces monstres serpentins, prêts à le déchiqueter. Mais juste au moment où l'un d'eux s'apprête à frapper, Drago intervient et le sauve. L'elfe Sacha le met alors en garde de rester vigilant, expliquant qu'il se trouve dans l'un des endroits les plus périlleux du monde, connu sous le nom de l'Abysse. Light s'excuse tandis que Sacha soigne ses blessures et se fait taquiner par les autres pour son rôle de maman poule. Pour lui remonter le moral, Drago dit au garçon que personne dans leur groupe ne pourrait préparer une meilleure tasse de thé que lui. Les tribus conquérantes s'enfoncent alors plus profondément dans l'abysse. Soudain, leurs expressions se durcissent, et la chaleur qui entourait Light disparaît complètement. Inconscient du changement d'atmosphère, il commence joyeusement à préparer le thé. Mais alors qu'il dispose les tasses, Drago lui annonce calmement qu'ils ont décidé de le chasser du groupe. Light se fige, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Garou ricane et se moque de lui demandant s'il est devenu sourd. Lorsque Light balbutie de confusion, l'homme bête ricane et dit qu'ils n'ont plus aucune utilité pour lui. Même Sacha et Sion, qu'il avait autrefois traité avec gentillesse, détournent le regard avec dégoût, qualifiant les humains de pathétiques et faibles. Le nain grogne que Light n'était qu'un poids mort, et qu'il vaut mieux s'en débarrasser maintenant. Toujours en quête de compréhension, Light demande si c'est une sorte de blague cruelle, étant donné qu'ils avaient été si gentils avec lui auparavant. Garrit et explique qu'il n'avait besoin de lui pour rejoindre leur rang que pour une raison bien précise. Il s'avère qu'à cause de son soi-disant don, les supérieurs avaient soupçonné que Light pourrait être un maître et l'avaient donc gardé sous surveillance. Mais maintenant qu'ils ont confirmé que son gacha illimité n'est rien d'autre que de la camelote inutile, les supérieurs ont décrété qu'il était insignifiant et ne valait pas la peine d'être gardé. Toutes ces discussions sur les maîtres et les supérieurs laissent le pauvre garçon complètement désemparé. Garou et les autres décident finalement qu'il est temps de se débarrasser de lui pour de bon, car ils ont accidentellement divulgué plus d'informations qu'ils n'auraient dû. Ils lui disent qu'ils ont reçu l'ordre de l'éliminer, et Garou s'enthousiasme à l'idée de le traquer. D'un coup de griffe acéré, Garou griffe le garçon, le faisant hurler et fuir pour sa vie. Mais avant qu'il ne puisse aller trop loin, Sacha lui tire une flèche en pleine jambe, le faisant s'écraser au sol. Il rit de ses cris tandis que Garou frappe le garçon à coups de pied répétés, alors qu'il gémit de douleur. Les autres disent au loup de faire en sorte que cela ressemble à un meurtre commis par des monstres. Alors que Garou lève ses griffes pour frapper, le garçon rampe désespérément dans la terre, s'accrochant à la vie. Il supplie de ne pas mourir, et juste au moment où sa main touche le sol, un piège de téléportation s'active. Drago hurle à Garou de le tuer avant qu'il ne disparaisse, mais le garçon s'évanouit au tout dernier moment. Quand il rouvre les yeux, il réalise qu'il est en vie. Un soulagement le submerge, bien qu'il sache que ce n'est que temporaire. Dès qu'un monstre apparaîtrait, ce serait la fin pour lui. Allongé là, il se met à pleurer tandis que les souvenirs de sa famille inondent son esprit.
Il se demande comment les choses en sont arrivées là, comment le groupe en qui il avait confiance a pu le trahir si facilement. Pendant un bref instant, il se souvient à quel point il était heureux autrefois, pour ensuite réaliser que tout ce en quoi il croyait n'était qu'un mensonge. Il les imagine désormais comme des démons qui l'avaient trompé, prétendant être des alliés, uniquement pour lui ôter la vie au final. Brûlant de colère, il jure de se venger et d'échapper au destin qui lui a été imposé. Rassemblant ses dernières forces, il se redresse. Mais avant même de pouvoir reprendre son souffle, une bête monstrueuse apparaît à ses côtés et le fiche de terreur. Le niveau de la créature dépasse le millier, une chose dont il n'avait entendu parler que dans les contes, et à cet instant, il réalise qu'il a dû être transporté dans la partie la plus profonde de l'abysse. La peur le frappe de plein fouet, mais sa volonté de vivre le pousse à traverser cela, et dans un désespoir total, il décide de tenter son gacha une dernière fois, espérant un miracle. Pour la première fois, la chance lui sourit. La compétence s'emballe, et une puissante servante émerge de la carte qu'il invoque. Sans hésitation, elle fait face à la bête canine imposante et la rejette comme un simple chiot avant de la détruire d'un revers de main. Le cadavre du monstre s'évanouit dans l'air, et elle se tourne vers Light, s'agenouillant gracieusement devant lui pour lui jurer sa loyauté. Elle tend la main, libérant une douce lumière qui guérit les blessures sur son visage. Puis, d'une voix douce, elle s'excuse d'avoir agi sans permission, expliquant qu'elle ne peut supporter de voir la peau de son maître marquée par une blessure. En quelques instants, chaque coupure et échymose sur son corps disparaît, laissant Light stupéfait alors qu'il demande pourquoi il ne ressent plus aucune douleur. Elle sourit et s'adresse à lui comme à son seigneur, lui demandant humblement son nom. Quand il se présente comme Light, la servante rougit légèrement et lui dit à quel point son nom sonne noble et magnifique. Elle jure ensuite sur l'honneur de sa fonction de servante de vivre, servir et mourir pour son maître. Notre jeune homme reste confus, essayant de comprendre ce qui se passe, et demande qui elle est. La servante s'incline et demande poliment la permission de se présenter. Elle révèle son nom, mais, une servante toujours en quête, de niveau 9999, elle explique qu'elle est une carte super ultra rare, tirée grâce à son don de gacha. Avec une dévotion inébranlable, elle jure à nouveau sa loyauté, promettant de rester à ses côtés pour toujours, déclarant que même la mort ne pourrait les séparer. Light, toujours incrédule, insiste sur le fait que ce doit être un rêve, arguant que son don ne peut produire que des rebuts et que quelqu'un d'aussi incroyable qu'elle n'aurait pas dû en provenir. Mais lui demande gentiment de l'appeler par son nom, et quand il le fait, elle rougit doucement avant de solliciter sa permission pour évaluer son gacha illimité. Light, surpris, demande si elle possède réellement la compétence d'évaluation. Et Mei répond que ce n'est qu'une des nombreuses capacités qu'elle détient. Avec sa permission, elle active la compétence et découvre que son maître est entouré de plusieurs puissantes couches de protection. Après avoir terminé son évaluation, elle le regarde et explique calmement que son don n'est pas la camelote inutile qu'il croyait. Elle lui dit que sa compétence permet effectivement une utilisation illimitée, mais que le rang et la probabilité des cartes qu'il tire dépendent fortement de la densité de mana environnante. Elle énumère les rangs de cartes allant de l'extra super rare au rare, et même les cartes d'erreur, celles défectueuses responsables des pommes pourries qu'il avait tirées et qu'il avait mis dans l'embarras. Voyant sa confusion, Mei explique patiemment que si l'air partout contient du mana, la densité de mana à la surface est presque nulle, ce qui rend presque impossible pour lui d'invoquer quelque chose de puissant comme elle. Cependant, dans le niveau le plus bas de l'abysse, la densité de mana est extrêmement élevée, ce qui augmente considérablement ses chances et explique son apparition. Impressionnée par cela, elle loue son maître, disant qu'il devait déjà le savoir et s'être aventuré délibérément profondément dans le donjon. Light reste silencieux un instant avant de révéler la dure vérité. Alors qu'il commence à raconter cette histoire, les larmes lui montent aux yeux. Il explique comment son groupe l'a trahi, l'a lacéré et lui a tiré une flèche, tout en se moquant de son soi-disant don inutile. Il se souvient de leur rire et de la façon dont ils savouraient ses cris comme si c'était de la musique à leurs oreilles. Il tombe à genoux en racontant comment il a été trompé pour rejoindre leur groupe avec des promesses d'un monde sans discrimination et serre fermement la flèche logée dans sa jambe. Il jure qu'il ne leur pardonnera jamais et Mei s'approche pour étreindre son maître. Elle déclare qu'elle peut abattre un jugement divin sur ces traîtres, promettant de lui livrer leur tête dans l'heure, et elle n'attend que son commandement. Mais Light secoue la tête. Mei cligne des yeux, prenant cette action pour de la pitié, jusqu'à ce qu'il se lève lentement et commence à marcher dans la direction opposée. Sa voix brise le silence alors qu'il dit qu'il ne veut pas que la vengeance soit faite pour lui, il veut devenir plus fort pour les affronter lui-même et leur faire payer de ses propres mains. Entendant cela, Mei s'incline profondément alors qu'elle jure une fois de plus sur l'honneur de sa fonction de servante de le servir, le protéger et le soutenir dans sa nouvelle mission. Ces mots allumant un léger sourire sur le visage fatigué de son maître, avec une nouvelle mission de vengeance, Light appuie à nouveau sur le bouton de son gacha illimité et sous l'immense densité de mana de l'abysse, l'appareil s'emballe de nouveau. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et Light est maintenant un seigneur servi par une armée entière de servantes à son commandement dans son royaume au fond de l'abysse. Toutes les servantes le regardant marcher majestueusement sont si éprises de leur seigneur que Mei en est profondément agacée. Mais Light lui dit de se détendre car elles ne font que lui montrer leur amour. Ensuite, il traverse le marché de sa ville et répond à toutes les préoccupations des citoyens, et il réalise que son système doit être modifié bientôt car la population devient trop importante. Il demande à Sumi de le tenir informé des activités des 4 élites, ses 4 sujets les plus compétents. Elle explique que la fille chat Oyuki
accomplit avec diligence sa tâche de reconnaissance en élaborant des cartes des étages supérieurs de l'abysse, Light est heureux de l'apprendre, et il est convaincu que les forêts autour de l'abysse, remplies de monstres dangereux, ne poseront aucun problème à la talentueuse dresseuse de bêtes. May le prévient qu'il est difficile de faire confiance à la petite chatte inconstante, mais Light pense qu'elle est parfaite, telle qu'elle est. Puis s'enquiert des progrès d'Ellie, mais confirme qu'Ellie travaille d'arrache-pied à développer la magie dont il a besoin pour son plan, ce qui le fait craindre qu'elle ne se surmène à nouveau. Puis il s'enquiert de Nizuna, et Matt rapporte que leur plus forte combattante au corps à corps patrouille le château comme d'habitude. Avant de se taire car elle n'a rien de bon à signaler, Light lui dit que le petit cerveau et l'attitude insouciante de Nizuna sont précisément ce qui la rend si charmante. De retour au château, Light est salué avec désinvolture par Jack, l'homme blond musclé qui est le 4e parmi ses élites, mais n'est pas contente de l'entendre s'adresser à leur seigneur avec tant de désinvolture et le réprimande, mais Light lui dit que cela lui convient car Jack est comme un grand frère pour lui. Après cela, il se dirige vers la salle d'entraînement avec Jack, où il commence le combat en se précipitant droit sur lui et en lui assénant un solide crochet dans ses abdominaux d'acier. Jack le complimente pour le coup puissant et dit que cela aurait tué n'importe qui, mais Jack la barricade de fer n'est pas n'importe qui. Puis Jack se donne à fond, et les deux s'éclatent à se battre sans aucune retenue. Pendant ce temps, au château, Nazuna se promène joyeusement dans les couloirs, patrouillant comme d'habitude, lorsque le quatuor de servantes la salue soudainement et lui demande ce qu'elle fait. Nazuna déclare fièrement qu'elle est en mission super importante pour leur seigneur, et elle la couvre de compliments flatteurs. Après l'avoir amadouée, elle lui demande poliment de patrouiller une zone top secrète à laquelle de simples servantes comme elles ne peuvent accéder. Cela rend Nizuna curieuse, et les servantes du traîneau la convainquent d'inspecter la chambre de Maître Light. Plus tard, elle frappe à la porte et à sa surprise, May est déjà à l'intérieur. May lui dit de patrouiller ailleurs car la pièce est complètement sûre, mais Nazuna demande curieusement ce qu'elle fait toute seule dans la chambre de leur maître alors qu'il est parti s'entraîner. Embarrassée, May prétend rapidement qu'elle nettoyait la chambre de son maître, car cela va à l'encontre de son honneur de servante de rester inactive, même lorsque leur seigneur est absent, donc il n'y a plus rien à vérifier à l'intérieur. Cependant, Nazuna se faufile derrière elle et est sincèrement impressionnée par son travail soigné. Bien qu'elle ne puisse s'empêcher de remarquer que le lit semble avoir été bousculé, roulé partout, et que les oreillers ont été reniflés. May dupe la tête de Linotte en expliquant que c'est sa technique ultime pour faire le lit, mais qu'elle ne peut révéler la méthode car c'est top secret. En entendant cela, Nazuna est sérieusement impressionnée, et dit que May est vraiment la servante numéro 1 pour une bonne raison, tandis que May est secrètement soulagée que Nazuna n'ait pas de cerveau. Avant de partir, Nazuna transmet un message du quatuor de servantes dans lequel elle menace la tyrannique chef des servantes, exigeant le droit de nettoyer également la chambre de Lord Light, terminant leur lettre par une longue liste de jurons. Nazuna est un peu confuse par ce que signifie cette étrange fin, mais May lui dit de ne pas se casser la tête avec ça, puisque c'est son travail de gérer les problèmes du quatuor de servantes. Elle fait aussi taire Nazuna avec 3 pièces d'argent, ce qui la rend très heureuse, et elle part discrètement acheter des collations avec son argent de poche. En ville, Nazuna regarde toutes les friandises appétissantes devant elle, mais elle finit par choisir ses petits pains préférés et une bouteille de lait frais. Plus tard, elle trouve Oyuki assise sur la terrasse et lui demande ce qu'elle fait. Après que Nazuna ait échoué de manière fantastique à interpréter ce que sa muse voulait dire, Oyuki lui dit simplement qu'elle est venue livrer la carte terminée que May lui avait demandé de faire. En entendant cela, Nazuna lui donne une tape impitoyable dans le dos, lui disant de le dire dès le début, et s'éloigne joyeusement. Plus tard dans la salle du trône, elle se sent seule sans son maître et frotte son visage contre son trône pour se sentir plus proche de lui. Cependant, elle appuie trop fort et casse accidentellement l'une des ailes d'ange à laquelle elle s'accrochait. Avant qu'il n'y ait des témoins, elle ramasse rapidement le morceau cassé par terre, le recolle faiblement sur la statue et s'enfuit à toute vitesse. De retour dans la salle d'entraînement, Jack et Light lancent leur dernier coup de poing et décident de se diriger vers le bain pour se débarrasser de leur épuisement. Là, Jack lui dit qu'il est pratiquement une arme ambulante maintenant, et que le nombre de personnes à la surface qui peuvent le battre est très faible, mais pas nul. Light comprend et déclare qu'il ne baissera jamais sa garde tant qu'il n'aura pas réussi sa vengeance. Pendant ce temps, dans le bureau de May, elle fixe le quatuor de servantes et leur demande si elles savent pourquoi elle les a appelées. Quand elles font semblant de ne pas savoir, May répète leur message mot pour mot, faisant paniquer les servantes et s'excuser sincèrement. May leur demande ce qu'elle voulait dire exactement par tout cela, et les servantes, nerveuses, prétendent que c'était leur façon de lui montrer du respect. Cela énerve sérieusement May, mais ce qui l'agace encore plus, c'est qu'elles aient envoyé leur message de haine par l'intermédiaire de Nazuna au lieu de lui parler directement. Les servantes commencent à chuchoter entre elles que c'était une mauvaise idée dès le début, et May se lasse rapidement de leurs bêtises. Alors elle les condamne à nettoyer l'immense hall menant à la salle du trône en guise de punition, entièrement à la main. Le quatuor de servantes est complètement choqué et dit que c'est impossible à faire. Mais May ignore leurs supplications et répond froidement qu'elle partira bientôt en mission avec leur maître et qu'elle s'attend à ce qu'elles terminent leur travail correctement jusqu'à son retour. Pendant ce temps en ville, Nazuna presse son visage contre une vitrine fixant le grand gant noir qu'elle veut désespérément acheter. Juste à ce moment-là, Ellie l'aperçoit et lui demande ce qu'elle fait. Nazuna lui parle avec enthousiasme du gant, puis demande curieusement pourquoi Ellie ne travaille pas en ce moment. Ellie répond avec suffisance qu'elle a terminé ses tâches si efficacement qu'elle a du temps libre, quelque chose qu'une créature au petit cerveau comme elle ne pourrait jamais comprendre. Frustrée, Nazuna dit que son cerveau n'est pas petit car elle peut faire des calculs rapides. Mais quand Ellie la met au défi de le prouver, Nazuna s'empresse de rater lamentablement chaque problème.
Ellie soupire et répète qu'elle est vraiment stupide, et les deux commencent à se disputer comme des petites filles en plein milieu de la ville. Finalement, Nazuna dit fièrement qu'elle a des choses plus importantes à faire, comme patrouiller le château, mais Ellie la taquine en disant qu'elle réservera une chambre privée pour sa prochaine rencontre avec Maître Light, où elle prendra le thé et profitera de quelques activités nocturnes amusantes avec lui. Nazuna trouve injuste de prendre le thé seul avec leur maître, et quand Ellie sourit et demande si c'est tout ce qui la met en colère, Nazuna prouve à quel point sa tête est vide en demandant s'il y a autre chose dont elle devrait être jalouse. Ellie ne sait vraiment pas si elle est trop innocente ou simplement stupide. Sur ce, Nazuna lui dit joyeusement de l'appeler à l'aide chaque fois qu'elle a besoin de son assistance et s'éloigne gaiement avec un grand sourire. De retour au château, l'une des servantes pique une crise à propos de l'injustice de leur punition, affirmant que la gestion de Mei est vraiment aussi diabolique qu'elle le prétendait. Cependant, elles abandonnent rapidement après avoir réalisé qu'il n'y a littéralement rien qu'elles puissent faire contre la monstrueuse chef des servantes. Alors qu'elles rêvassent de nettoyer la chambre de leur maître, de renifler ses draps et de lécher ses cuillères, elles commencent à potiner que Mei était la toute première servante de Light et qu'il était tout seul avec elle. Alors qu'elle se demande quelle folie un garçon et une fille, seuls dans l'abîme, ont bien pu faire ensemble dans le donjon, le quatuor de servantes commence à brûler de jalousie et se met à maudire Mei avec une haine pure et intense. C'est alors que Mei apparaît derrière elle et déclare calmement qu'elle était sur le point de partir quand elle a soudainement entendu les voix d'une bande de servantes essayant passionnément de maudire son nom, mais leur fait bien comprendre que Light était bien trop occupé à étudier des livres et à maîtriser des techniques de combat, donc ils n'ont jamais eu le temps pour les choses scandaleuses que les servantes s'imaginaient. Elle admet s'être sentie un peu coupable de les avoir punies trop sévèrement au début, mais il semble qu'elle se soit trompée à ce sujet. Car les servantes ont manifestement beaucoup trop de temps à perdre, c'est évident. Pour remédier à cela, elle ajoute le nettoyage de la salle du trône à leur punition déjà brutale. Dans la salle du trône, les servantes se plaignent sans arrêt tout en frottant l'énorme sol, se demandant si elles auront vraiment terminé avant l'arrivée du matin, avant le lever du soleil. À ce moment précis, l'une d'elles brise accidentellement une aile de la même décoration d'ange que Nazuna avait déjà cassée plus tôt. Au même instant, Nazuna est allongée dans son lit avec une profonde satisfaction après une longue journée à protéger la paix du château, bien qu'elle regrette vraiment son maître bien-aimé et souhaite silencieusement pouvoir le revoir dès le lendemain, le plus vite possible. Le lendemain matin, Light se dirige vers l'abîme et trouve ses filles en train de se disputer bruyamment dehors. Asuna et les autres sont ravis de le voir. Et tandis qu'Ellie se chamaille avec Mizuna comme à son habitude, Light commence par réflexe à chatouiller le menton d'Oyuki avec tendresse. Les filles deviennent immédiatement jalouses qu'il accorde toujours un traitement spécial à Oyuki, mais Light explique que ses mains bougent toutes seules parce qu'elle lui rappelle une adorable petite chatte. Sur ce, il dit aux filles qu'il est enfin temps de faire ce pourquoi elles sont venues ici, c'est le moment. Au même instant, un monstrueux chien à deux têtes surgit de l'obscurité, faisant trembler Light de la tête aux pieds. Alors que les souvenirs de son traumatisme passé défilent devant ses yeux, le moment où il était impuissant face à un monstre de ce genre si terrifiant, mais sa peur disparaît instantanément quand Nozuna devient furieuse contre ce sale cabot qui a osé montrer ses crocs à son seigneur, et Ellie suggère froidement qu'elle s'assurera que toute leur espèce s'éteigne, aussi bien sous terre qu'à la surface, sans laisser de traces. Leur mot dur et leur intention de tuer écrasante terrifient tellement le chien de l'enfer qu'il baisse la tête, désespéré, perdant toute volonté de se battre. Light a pitié de lui et leur ordonne d'arrêter, disant que cette pauvre créature ne peut plus rien lui faire désormais, absolument rien. Après s'être doucement excusé auprès du toutou, il dit au groupe que Mei vient de lui donner le feu vert pour exécuter leur plan tant attendu, car leur cible a enfin mordu à l'hameçon. Sur ce, il part pour réclamer la vengeance qui l'attendait depuis toutes ces années, depuis si longtemps. À la surface, tous les hommes bêtes de la cité des loups dégagent les rues avec admiration alors que Garou fait son grand retour. Tous les hommes bêtes deviennent absolument fous dès l'instant où ils le voient. Et tandis que les hommes offrent leur sœur en mariage, les dames lui demandent de leur raconter ses exploits héroïques en privé, en toute discrétion. Garou marche fièrement à travers la foule de fans en liesse, arborant un large sourire. Quand il aperçoit un humain affamé fouillant les ordures pour trouver de la nourriture, il repousse le garçon d'un coup de pied et lui crache au visage pour avoir sali les rues avec son existence dégoûtante, absolument répugnante. Après cela, lui et sa bande se rendent au bar, où tout le monde continue de louer et d'adorer Garou pour être bien trop cool, vraiment incroyable. Il rit et leur dit de se déchaîner puisqu'il a une montagne de fric, ce qui rend les autres hommes bêtes encore plus fans, l'un d'eux rêvant de devenir un jour exactement comme lui, son idole. Garou se vante avec suffisance d'avoir maîtrisé l'instinct primal avec lequel tous les hommes bêtes sont nés, et ses sens sont maintenant si aiguisés qu'il peut facilement distinguer les petits boulots sans intérêt de ceux qui rapportent gros. En entendant cela, l'un de ses sbires demande nerveusement si c'était la même chose pour le travail qu'il a fait avec la concorde des tribus, mais les autres le font vite taire, puisque c'était censé être une mission d'infiltration très secrète. Garou explique que son employeur l'a fait taire à ce sujet, mais intérieurement, il savoure le souvenir de la satisfaction ressentie en gagnant le plus gros paiement de sa vie juste pour avoir joué et tué un faible gamin humain, un misérable petit être. Il croit fermement que Light a dû mourir après avoir été pulvérisé par ce sort de téléportation, mais au fond de lui, il se demande toujours qui est ce soi-disant maître, que tous les gouvernements du monde semblent désespérés de trouver, de découvrir son identité. Il écarte rapidement cette pensée lorsque ses instincts l'avertissent que creuser trop profondément pourrait être dangereux. À cet instant précis, Mei entre dans la pièce et s'excuse poliment d'interrompre sa célébration, lui demandant s'il est bien Garou en personne, le grand Garou. Elle lui demande respectueusement s'il est vraiment le grand Garou, l'ancien membre de la légendaire Concorde des tribus, et même si ses sbires sont offensés qu'une fille humaine ose approcher leur chef, Garou décide de l'écouter attentivement, de lui donner la parole, mais se présente comme la servante la plus loyale de Lord Light et explique qu'elle a cherché son maître pendant très longtemps, durant une éternité.
Tandis que Garou se demande si ce maigre petit morveux aurait vraiment pu être un seigneur, mais continue calmement en disant que son maître est issu d'une longue et noble lignée, d'une famille très ancienne, il refuse de la croire et la traite de menteuse. Mais Mei dit qu'elle ne peut pas partager les détails et lui demande de ne pas s'immiscer davantage dans cette affaire. En entendant cela, Garou y réfléchit un instant et réalise que si la fille ne ment vraiment pas, cela pourrait être une solide opportunité de gagner une énorme somme d'argent auprès d'une famille noble, très fortunée. Ensuite, Mei lui raconte qu'elle a fait un long voyage pour découvrir ce qui s'était réellement passé et a récemment appris que son maître avait rejoint le conquérant des tribus seulement pour perdre la vie lors d'une mission au plus profond de l'abîme. Fatigué de son histoire ennuyeuse, Garou la coupe grossièrement et lui dit de lui expliquer ce que cela a à voir avec lui, quel est le rapport. Alors Mei demande avec émotion qu'il l'escorte jusqu'à l'endroit même où son seigneur a péri. Garou refuse d'abord jusqu'à ce que Mei ouvre une boîte révélant 3 dalles d'or brillantes, faisant instantanément baver de cupidité chaque chien présent dans la pièce, tous les loups. Pourtant, Garou est rusé et il soupçonne instantanément que c'est un piège. Mais il croit qu'une seule et frêle fille humaine ne pourrait jamais rien lui faire, alors il joue le jeu avec plaisir. Il accepte le travail, disant qu'il le fait pour honorer son meilleur ami de la fête, son ancien camarade. En entendant cela, Mei le remercie les larmes aux yeux, ignorant que Garou prévoit de l'escorter en toute sécurité jusqu'à la tombe de son maître, puis de la déchirer vicieusement en lambeaux juste au-dessus. Quand ils atteignent enfin l'endroit, Garou ment en disant que Light a été déchiqueté par un essaim de monstres, et qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps parce qu'il avait été pris dans un piège de téléportation, un sortilège. La nouvelle frappe Mei si fort qu'elle tombe à genoux de chagrin. Garou sourit, pensant que la fille d'une race inférieure est vraiment aussi naïve qu'elle en a l'air. Juste avant de lui sauter dessus par derrière, il regrette d'avoir échoué à protéger son meilleur ami, même s'il est si fort, mais Mei change soudainement de ton, de manière inattendue. Quand elle commence à décrire toutes les mauvaises choses que le groupe de Garou a faites à Light, le loup recule instinctivement, incapable de comprendre comment elle sait tout cela. Il la soupçonne immédiatement d'être une espionne et exige de savoir qui l'a engagée, mais Mei dit calmement qu'elle sert Lord Light, son véritable maître. Au moment où elle libère son pouvoir magique, tous les chiens et même Garou lui-même tremblent de peur. Un seul regard dans ses yeux lui dit qu'il est un loup mort, c'est certain. Mais avant que Mei ne puisse faire quoi que ce soit, Light apparaît et lui ordonne de se retirer, disant que ce sera lui qui punira Garou personnellement. Les sbires de Garou paniquent et implorent des ordres, mais l'homme-loup reste figé, incrédule que le petit morveux soit toujours en vie. Light le salue avec un sourire calme et déclare qu'il est venu ici pour le rembourser intégralement, avec 3 ans d'intérêt en plus, une dette à payer. Cependant, Garou éclate de rire, se moquant d'un gamin de niveau 15 qui pense pouvoir être un maître de niveau 150 comme lui. Le loup dit que Light a fait une énorme erreur en venant ici parce que maintenant il va le tuer et emmener son corps à la surface pour prouver sa force, garantissant ainsi sa promotion au rang de roi des bêtes, c'est certain. En entendant cela, Light est surpris que Garou ne soit pas curieux de savoir pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que Mei le sert. Mais Garou se moque, disant qu'il n'a pas peur puisqu'ils ne sont que 2 misérables humains face à toute une meute de bêtes qui sont tout au-dessus du niveau 100, bien plus fortes. Sur son ordre, tous ces hommes chargent Light pour le déchirer en morceaux. Mais ce sont eux qui se font déchiqueter à la place en un instant. Tandis que les chiens restent figés sous le choc, Light remercie Mei et lui dit calmement de sceller la sortie pour lui, de bloquer le passage. À ce moment-là, tous les chiens paniquent et Garou ordonne à ses hommes d'arrêter de trembler parce que ce n'était probablement qu'un piège bon marché, une ruse. Il affirme qu'il est impossible pour un humain inférieur de tuer un homme bête, c'est impensable. Light soupire de déception que Garou voit toujours les humains comme faibles, mais Garou lui hurle en retour que les humains sont de pitoyables créatures avec peu de mana, et dit qu'il va montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir en affichant fièrement son niveau pour que tout le monde le voie, pour que chacun puisse constater. Light comprend que le faible plafond de niveau pour les humains est la raison pour laquelle les autres races les méprisent. Alors il demande à Garou d'expliquer comment un faible humain a réussi à décapiter 2 de ses laquais. Garou grogne et dit au morveux d'arrêter de faire le malin après avoir utilisé un outil magique, un artefact. Le regard calme et suffisant dans les yeux de Light le rend furieux. Alors Garou et sa meute le chargent ensemble. Cependant, Light se déplace plus vite que leurs yeux ne peuvent le suivre, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, le combat est déjà terminé, c'est fini. Cela énerve vraiment Garou au plus haut point, et désespéré d'éviter de perdre face à un humain, il sort une pierre magique brillante et invoque son familier, un loup de glace de niveau 500 nommé Fenrir. Avec un sourire maléfique, il dit à Light de se mettre à 4 pattes et de supplier Lord Garou pour sa vie s'il veut vivre, s'il tient à sa peau. Cependant, Light reste simplement immobile et dit qu'il ne bougera pas d'un pouce, l'invitant à tirer le premier coup. Voyant ce sourire calme, Garou perd son sang-froid et ordonne à Fenrir d'utiliser tout son mana pour lancer un hurlement magique, pensant que cela réduira Light en cendres, le pulvérisera, mais quand la poussière retombe, Garou se tait stupéfait, quand il réalise que Light est parfaitement bien, comme si rien ne s'était passé. Light demande si Garou se sent embarrassé, et tandis que toutes les bêtes le regardent avec confusion, il décide de leur montrer la véritable forme finale de Fenrir, sa puissance réelle. D'un geste de la main, il invoque son propre familier, un Fenrir de niveau 9000 qui souffle un petit souffle glacé sur la bête de Garou, la gelant et la brisant en 1000 éclats. Garou est incapable de croire que Light commande une créature aussi puissante, mais Light admet qu'il aurait pu écraser le petit chiot de Garou lui-même s'il en avait eu envie, sans effort. Après cela, il révèle son propre niveau, choquant tout le monde puisque les humains ne devraient pas pouvoir dépasser le niveau 100. Garou traite Light d'imposteur, soulignant que son corps n'a pas vieilli d'une seule année depuis cette époque, depuis tout ce temps. Mais Light explique calmement qu'il utilise un objet magique pour s'empêcher de vieillir, afin de ne jamais oublier toute la douleur et la souffrance de cette époque, de ce passé douloureux. À ce moment-là, Garou réalise que peu importe qui est vraiment le garçon, cela n'a plus d'importance.
Il est un loup mort de toute façon, c'est une certitude. Désespéré, il se met à quatre pattes et supplie son meilleur ami de lui accorder sa miséricorde, lui demandant de se souvenir des bons moments qu'ils ont partagés ensemble. Il blâme même les chiens avides derrière lui pour avoir comploté d'attaquer May, c'est leur faute. En entendant cela, Light demande à Garou de confesser qui est vraiment ce maître que le gouvernement recherche, mais Garou admet honteusement qu'il n'a aucune idée de qui est réellement cette personne. Quand Light demande calmement pourquoi il a essayé de le tuer même après avoir su qu'il n'était pas un maître, Garou lève doucement les yeux avec des yeux de chiot coupable, remplis de honte, de remords. À ce moment-là, ses sbires commencent à mentir en disant qu'ils étaient au courant. Alors May les punit en les découpant en fines escalopes de bœuf pour le crime odieux d'avoir menti à son maître. Voyant cette scène brutale, Garou fait presque une crise de panique. Mais il écoute toujours tranquillement quand Light lui demande son avis, lui demandant s'il pourrait gagner une guerre à la surface avec sa force actuelle, avec ses pouvoirs. Garou balbutie de peur, essayant d'expliquer que même quelqu'un d'aussi puissant que Lord Light pourrait dominer au début, mais une seule personne aurait toujours du mal à lutter contre des nations entières avec des années d'armes stockées et d'outils magiques prêts pour la guerre, pour le combat. Light semble satisfait de cette réponse honnête et convient qu'il y a une limite à ce qu'un seul super soldat peut vraiment accomplir. Ensuite, il dit à Garou de répondre à sa prochaine question après qu'il se soit déplacé vers un autre endroit. Sur ce, il utilise une carte de téléportation et amène Garou dans sa salle du trône, où d'innombrables chevaliers, monstres et servantes se tiennent des deux côtés du long tapis rouge, en rang serré. Garou regarde impuissant, incrédule, alors que chacun d'eux s'incline en parfaite synchronisation devant leur seigneur. Après que Light se soit assis sur son trône, il ordonne à tous les soldats d'afficher leur niveau, chaque membre atteignant des milliers, des chiffres impressionnants. Light révèle que ce sont toutes les unités puissantes qu'il a rassemblées au cours des 3 dernières années, et la vue est si terrifiante que la fourrure de Garou devient instantanément blanche de terreur, de pure fire. Ensuite, Light demande à nouveau si Garou croit toujours avoir une chance de gagner contre toutes les nations de la surface, mais Garou est si terrifié qu'il ne peut même pas prononcer un seul mot, pas le moindre son. Light le félicite d'avoir expérimenté un véritable désespoir, bien plus douloureux que la mort elle-même. Les larmes aux yeux, Garou réalise que son groupe a, sans le savoir, donné naissance à un monstre qui un jour détruira le monde entier, toute l'humanité. Quand il demande à Light ce qu'il essaie de devenir, Light répond que le monde lui cache quelque chose pour une raison qu'il ignore, et cette raison décidera s'il utilise sa bénédiction pour devenir un ange qui répand la fortune ou un seigneur démon qui efface de l'existence chaque nation de la surface, sans exception. Quelques jours plus tard, Light prie sur la tombe de ses parents dans son village natal qui a été détruit après qu'il ait disparu dans l'abîme. La seule bonne nouvelle est que les corps de ses frères et sœurs n'ont jamais été retrouvés. Alors il espère qu'ils sont toujours en vie quelque part, qu'ils ont survécu. Après avoir fini de prier, son chevalier en armure dorée lui rappelle qu'ils devraient se mettre en route s'ils ne veulent pas dormir dehors lors de leur premier jour de retour à la surface. Son ton décontracté envers leur maître rend Namumu furieuse, et Light ne peut honnêtement pas dire si les deux sont meilleurs amis ou ennemis jurés, c'est difficile à dire. Gold lui fait la leçon pour qu'elle arrête de se plaindre et d'être si tendue tout le temps, lui demandant si elle ne préférerait pas dormir dans un lit chaud et confortable à la place. Namumu répond fièrement qu'elle dormirait n'importe où tant qu'elle est aux côtés de Lord Light, son seigneur bien-aimé. Fatigués de leur chamaillerie incessante, Light leur dit de s'inquiéter de dormir plus tard et de se concentrer sur la collecte d'informations sur leurs ennemis à la surface, afin qu'ils puissent comprendre à quoi ils sont confrontés, quels sont leurs adversaires. En outre, il croit que son village a été détruit parce que la Fédération le soupçonnait d'être un maître, un être puissant. Son pouvoir s'enflamme alors qu'il déclare qu'il transformera le monde en enfer. S'il a raison de garder ce maître secret a causé tant de morts innocentes sans bonne raison, sans justification valable. Quand il se calme enfin, Gold lui conseille de garder son pouvoir sous contrôle pendant qu'ils sont en ville, de rester discret. Light s'excuse et cache son visage avec un masque, promettant silencieusement que ses parents ne seront jamais oubliés, jamais. Alors qu'il vole vers la ville, Namumu l'appelle accidentellement Ward Light. Alors Gold la prévient d'être prudente, de faire attention. Light ajoute qu'elle devrait l'appeler Dark pendant qu'ils explorent la surface pour cacher sa véritable identité. Light dit qu'il prévoit d'augmenter son rang en s'enregistrant comme Dark à la guilde et de commencer à faire des quêtes pour se connecter avec les rangs supérieurs, les plus influents. Une fois que la ville de Dagas apparaît à l'horizon, il décide de parcourir le reste du chemin à pied à travers la forêt en contrebas. L'armure brillante de Gold scintille sous le soleil et quand il passe devant un groupe de voyous harcelant un chauffeur de taxi et son fils, l'armure étincelante de Gold attire instantanément leur regard, leur attention. Les voyous essaient de les voler, mais les unités de rang SS de Light ligotent rapidement les imbéciles avant même qu'ils ne clignent des yeux, laissant le chauffeur et son fils stupéfaits, sous le choc. Light remercie le chauffeur, un homme nommé Colonel, de leur avoir offert un trajet gratuit, sans frais. Le fils de l'homme dit avec enthousiasme qu'il n'a jamais vu des humains battre des nains aussi vite et qualifie la jolie dame elfe et les chevaliers dorés de super cool, de vraiment impressionnant. Mais Namumu ajoute fièrement que son seigneur est encore plus cool, bien plus fort. Quand le colonel demande s'ils sont un célèbre groupe d'aventuriers, Light le surprend en disant qu'ils se dirigent en fait vers Dagas pour s'enregistrer pour la première fois. En entendant cela, le colonel dit qu'ils vont dans la bonne direction. Puisque Dagas se trouve à la frontière entre les royaumes nains et humains, juste à côté du royaume des elfes, c'est parfait. Il explique que le donjon y est si riche en trésors que la ville attire des aventuriers de toutes les terres malgré tous les problèmes politiques. Cela inclut également de nombreux aventuriers humains, donc le colonel Runs réussit bien ses affaires grâce à leur soutien, à leur aide précieuse. Light descend de la calèche juste à l'extérieur de Dagas, expliquant qu'il connaît déjà le chemin de la guilde grâce aux indications de ce gentilhomme. Avant de partir, le colonel se présente correctement et invite Light à séjourner dans son auberge s'il compte passer la nuit, s'il le souhaite. Alors qu'il marche dans les rues animées de la ville, Gold dit à Namumu d'arrêter de tout regarder, sinon elle va se perdre, se séparer du groupe. Mais elle réplique qu'il est impossible de se perdre quand son armure brillante continue de lui aveugler les yeux, de l'éblouir constamment. Quand ils atteignent la guilde, ils la trouvent bondée d'aventuriers de toutes les races.
Il y a aussi beaucoup d'humains, mais ils s'écartent rapidement quand un démon passe. Light se sent un peu triste que les humains soient opprimés par les autres races même après tout ce temps. Après tant d'années, lors de l'enregistrement, Namumu commence à s'emporter lorsque la réceptionniste attribue à Light un rang F, puisque tous les débutants commencent par le bas. Il essaie désespérément d'expliquer qu'il est l'être le plus fort de la planète, mais la réceptionniste refuse catégoriquement sans hésitation. Voyant cela, Light s'excuse en son nom et demande calmement à la dame de compléter l'enregistrement. Plus tard, dehors, Namumu pleure toutes les larmes de son corps de honte que son maître ait dû s'excuser pour son comportement. Gold est d'accord avec désinvolture, disant qu'elle avait l'air d'une idiote totale devant tout le monde, c'est certain. Light lui dit d'arrêter de la taquiner, et il répond qu'il ne fait que dire la vérité, ce qui rend Namumu encore plus triste. Sur ce, il se dirige vers l'auberge du colonel où l'homme dit à Light de ne pas hésiter et de lui demander tout ce dont il a besoin, sans aucune gêne. Light accepte l'offre et explique qu'il veut louer tout le dernier étage pour un mois, et dit qu'aucun membre du personnel ne devrait être autorisé à y aller pendant leur séjour. En guise de paiement, il dépose un sac plein de pièces d'or sur le comptoir. Mais le colonel refuse poliment d'accepter de l'argent des personnes qui ont sauvé sa vie et celle de son fils. C'est une question d'honneur. Light insiste que c'est une compensation pour sa demande inhabituelle, alors le colonel l'accepte humblement avec gratitude. Au dernier étage, Light active des cartes de silence et de brouillage de détection pour sécuriser la pièce, puis dit à ses compagnons de se détendre puisque personne ne peut plus les espionner. Ils sont en sécurité. À ce moment-là, Namumu demande pourquoi il insiste pour faire semblant d'être un aventurier à la surface alors qu'il pourrait simplement commander à son armée de gérer les choses pour lui. Ces mots rendent Light furieux, et il se demande si elle essaie de le détourner de son propre plan de vengeance, de ses objectifs. Son pouvoir s'enflamme violemment, secouant tout le bâtiment même si Namumu s'excuse encore et encore pour ses paroles insensées. Il se calme enfin quand Gold loue de manière inattendue son courage de se mettre en danger et de prendre sa revanche de ses propres mains personnellement. Après cela, Light s'excuse auprès de Namumu d'avoir perdu son sang-froid. Namumu insiste qu'elle a fait une grosse erreur et dit qu'elle aimerait jurer à nouveau sa loyauté à son maître. En entendant cela, Light est un peu embarrassé parce que le rituel implique de montrer du respect en embrassant les pieds de son maître, c'est la tradition. Voyant le regard satisfait sur le visage de Namumu, Gold la traite de sale fille pour avoir tant apprécié cela. Voyant cela, Light s'éclipse discrètement alors que les deux recommencent à se disputer comme des ennemis jurés, comme à leur habitude. Le lendemain, le groupe se dirige vers le donjon, où l'attention de tous est instantanément attirée par l'armure brillante de Gold. Si éclatante, Light sent que le contraste saisissant fonctionne bien avec son personnage sombre, mais il craint aussi que Gold ne se démarque un peu trop, de manière excessive. À l'extérieur du donjon, Gold fait remarquer la file d'attente inhabituellement longue et note qu'aucun des aventuriers présents n'est un elfe, c'est étrange. Light explique que c'est un signe que les royaumes nains et elfiques sont actuellement en très mauvais termes. Namibun loue sa profonde connaissance, mais il lui demande si elle doit vraiment le serrer si fort. Elle insiste que c'est son devoir de protéger le dos de son maître à tout moment. À ce moment précis, un autre groupe d'aventuriers coupe la file devant un groupe d'enfants, gâchant l'ambiance pour tout le monde. Light remarque que le trio encapuchonné semble très habile, mais l'homme en vert dégage une aura puissante de guerrier expérimenté. Il entend le groupe d'enfants chuchoter nerveusement pour savoir s'il devrait les affronter, mais ils sont bien trop effrayés pour agir. À cet instant, Light s'avance et déclare calmement que c'est vraiment pas cool de couper la file d'attente. L'elfe le fixe froidement et lui demande s'il sait à qui il parle, mais Light répond nonchalamment qu'il ne le sait évidemment pas, puisque le type cache littéralement son visage sous une capuche. Il ajoute que ce serait encore plus embarrassant si une personne célèbre était prise à couper la file. Gold éclate de rire à sa remarque audacieuse, et Namumu déclare sans détour que l'elfe est trop stupide pour comprendre le fonctionnement des files. Frustré, l'elfe manque de tirer son épée, mais son compagnon lui conseille rapidement de ne pas faire de scène en public. Après cela, les autres aventuriers acclament Light, et les enfants le remercient d'être intervenus quand ils étaient trop effrayés pour agir. Light dit que ce n'est pas grand-chose, car couper la file gâche tout pour tout le monde. La sœur du chef, Maya, commande gentiment qu'ils ont eu de la chance d'avoir de bonnes personnes derrière eux. À ce moment-là, le jeune blond Jimra demande à Gold si son armure est faite d'or véritable. Mais Namumu lâche instantanément que c'est faux, et que seul un idiot fabriquerait une armure avec un métal aussi mou. Avant que Jimra ne puisse dire quoi que ce soit de plus offensant, le chef de son groupe le fait taire. Light explique que l'armure brillante de Gold représente son dévouement à la chevalerie, bien que son véritable but soit d'attirer l'attention sur leur groupe. Après cela, le jeune chef Wardy demande à Light si son groupe explore le donjon de Dagas pour la première fois, car le donjon est bien plus vaste que la plupart des autres, donc les aventuriers apportent souvent beaucoup d'équipements et de provisions avant d'y entrer. Sur ce, leur tour arrive enfin et ils entrent dans le donjon. Namumi est surprise de la différence de sensation par rapport à l'abysse, et après une courte marche, ils atteignent une zone ouverte qui ressemble à un monde à part, rempli d'animaux étranges et vifs. Gold signale que personne n'est à proximité, alors Light sort calmement ses cartes rares pour dissimuler leur présence et permet à tous de s'envoler à nouveau. Pendant ce temps, en bas, l'elfe Kaido abat furieusement un groupe d'orques malheureux pour évacuer sa colère, jurant sans cesse que des gamins ont osé insulter le plus jeune et le plus fort épéiste du royaume elfe. Il est le descendant d'un héros légendaire, un maître, connu de tous pour son talent extraordinaire et ses innombrables titres. Son partenaire elfe noir, Yanok, tente de le calmer et lui rappelle de garder ses forces pour les trolls de l'étage suivant, mais cela ne fait qu'irriter Kaido encore plus. Kaido est furieux que, bien que né d'un maître, personne ne le respecte car son niveau est plafonné à seulement 1500. Yanok dit gentiment que son niveau est bien au-delà de ce que la plupart des elfes atteignent. Mais Kaido rétorque que c'est pathétique pour quelqu'un de sa lignée d'être bloqué à un si petit nombre.
Yanok prétend comprendre sa douleur car même son propre peuple ne reconnaît jamais l'éclat de ses recherches. En entendant cela, Kaido ricane et lui dit de le prouver en l'aidant à monter de niveau, s'il est vraiment un tel génie. Le rusé elfe noir sourit et accepte, disant qu'ils sont dans une relation mutuellement bénéfique. Il est donc heureux de soutenir la croissance de son cher partenaire. Kaido claque la langue d'agacement et avance, décidant de se débarrasser de l'elfe noir peu fiable une fois qu'il aura fini de monter de niveau. Après que Light et son équipe aient rassemblé suffisamment de cristaux magiques pour prouver leur progrès à la guilde, ils s'envolent une fois de plus pour retourner à l'auberge. En chemin, Light aperçoit le groupe d'enfants aventuriers combattant des gobelins en contrebas. Ils réussissent à tuer tous les gobelins, mais ils remarquent instantanément qu'ils ont commis une grave erreur. Les enfants ne réalisent même pas quand Light atterrit juste derrière eux. Il leur dit que c'est une règle de base de ne jamais perdre l'ennemi de vue, mais qu'il est tout aussi important de protéger leurs arrières. Ils remarquent qu'il a sauvé leur soutien, Maya, d'un serpent qui l'aurait paralysé, laissant leur groupe complètement exposé. Les enfants s'inclinent pour montrer leur gratitude, mais Namumu avertit Light que quelque chose de puissant approche de la forêt. Au début, les enfants paniquent et commencent à courir quand ils voient une meute massive de loups gris surgir des arbres. Des créatures qui ne sont jamais censées quitter cette forêt. Ils essaient de s'enfuir, mais Light leur dit de rester calme, et les loups passent sans même les regarder. Alors que Wardy se demande à voix haute ce qui a pu les effrayer, une énorme silhouette déchire la forêt à une vitesse incroyable, qui s'avère être la mante de Forsyth. Le garçon n'en croit pas ses yeux car cette espèce a disparu il y a plus de 10 ans. Il demande rapidement à Mia d'utiliser sa magie comme diversion pour qu'il puisse s'échapper vivant. En entendant cela, Light demande s'ils sont d'accord pour qu'il tue le monstre puisqu'il prévoit de s'enfuir, et ses compagnons conviennent que leurs insectes de niveau 500 devraient faire un combat décent. Le garçon insiste sur le fait qu'ils doivent s'échapper et signaler la créature féroce à la guilde avant qu'elle ne fasse des victimes, mais Light lui dit de se détendre même si la mante géante charge droit sur eux. Gold se précipite le premier et bloque la griffe de la mante avec son épée, mais les griffes du monstre sont si dures que ses attaques ne causent absolument aucun dégât, le forçant à battre en retraite avec frustration. Alors que Namimu le traite de mauvais perdant, Light décide de tester la réaction de la mante à son sort de boule de feu. Cependant, le gros insecte repousse simplement le sort vers lui comme si de rien n'était. Voyant cela, le pauvre gamin panique et supplie Mia de les aider avec un sort, mais Mia est trop excitée à regarder la magie de classe de combat incroyable que Light vient d'utiliser et est agacée que personne ne l'apprécie. Gold dit aux enfants de bien regarder comment les vrais chevaliers se battent en l'observant, et sa première leçon est que l'utilisation de boucliers pour se défendre n'est pas la seule façon de combattre. Lorsque la mante l'attaque par derrière, il se retourne et contre-attaque au moment parfait. Brisant complètement sa griffe d'un coup net, il poursuit avec la deuxième leçon, disant de toujours utiliser son épée lorsque l'ennemi est vulnérable, tranchant une des pattes de la mante d'un seul mouvement. Après cela, Light prend son tour et tire plusieurs boules de feu que la mante repousse comme avant, mais cette fois, elle change soudainement de direction et frappe son dos à la place. Light contrôle 30 boules de feu à la fois comme des missiles à tête chercheuse pour bombarder la mante de toutes les directions, puis les fait détonner de l'intérieur, lui brisant les pattes et brûlant profondément sa carapace. Alors qu'il s'apprête à l'achever, la mante panique et tente de fuir, mais Light lance un mur de feu pour bloquer sa voie d'évasion sans aucune incantation, ce qui fait sauter Maya de joie et d'étonnement, car même les elfes ne peuvent pas faire cela. N'ayant plus nulle part où aller, la mante déploie ses ailes et s'envole pour s'échapper, mais Namu réduit instantanément la distance sur l'ordre de Light et la déchire d'un coup rapide. Namumu semble très satisfaite de sa démonstration impressionnante, mais Gold pousse un soupir déçu car elle a ruiné les parties qu'ils auraient pu vendre pour de l'argent. Namumu regrette instantanément son erreur et s'excuse abondamment, tandis que les enfants restent là en silence, choqués que les trois aventuriers viennent de terrasser une mante à 4 faux. Quelques instants plus tard, Wardy trouve une pierre magique géante violette, et Gold est soulagé qu'aucun idiot ne l'ait coupée en 1000 morceaux. Quand Light dit joyeusement qu'ils peuvent maintenant soumettre le cristal pour augmenter leur rang, le garçon demande s'ils sont un groupe d'aventuriers célèbres. Car s'ils ont besoin d'une si grande pierre magique pour monter de rang, il suppose qu'ils doivent être au moins de rang A ou même S. Light choque à nouveau les pauvres enfants en révélant qu'ils ne sont que des débutants de rang F qui ont commencé hier. Après cela, Mia invoque une boule d'eau pour qu'ils se lavent les mains, et Light accepte avec gratitude, remerciant la gentille petite fille d'avoir utilisé son précieux mana pour lui. Les enfants les remercient encore d'avoir sauvé leur vie, et Wardy demande à Light s'il aimerait rester à son camp pour la nuit, même s'il n'a qu'une tente minable et quelques collations à offrir. Light décline poliment, mais le garçon insiste, car sortir la nuit est dangereux, et sa sœur est impatiente de lui parler de sa puissante magie. Pendant le dîner, Maya complimente Light, après qu'il lui ait dit qu'il est un génie parce que ses deux parents étaient des magiciens. Il la complimente en retour, mais elle admet humblement qu'elle est encore loin d'utiliser la magie de classe tactique comme lui. Quand son frère demande ce qu'il y a de si spécial, elle s'enflamme et lui fait la leçon sur la façon dont les sorts à cible unique comme la boule de feu sont de classe de combat, tandis que les sorts à zone étendue comme le mur de feu sont de classe tactique, et les plus puissants sont les sorts de classe stratégique qui nécessitent un groupe de magiciens pour provoquer des choses comme des tsunamis ou des tremblements de terre. Elle explique que les humains ne peuvent pas utiliser des sorts avancés aussi facilement que les autres races, ce qui rend le lancement silencieux de Light si sans précédent qui pourrait faire de lui une légende parmi les humains. Voyant sa sœur fanfaronner comme une idiote, son frère lui dit de se calmer et admet que, magie mise à part, il comprend que Monsieur Light est une personne très gentille.
Il lui rappelle aussi qu'elle est une mage talentueuse qui a été recommandée à l'Académie de magie du duché, donc il est sûr qu'elle lancera de grands sorts en un rien de temps. En entendant cela, Light demande si c'est le pays fondé ensemble par les 9 races, et Gold trouve impressionnant qu'elle ait été invitée à une académie si prestigieuse. Cependant, le garçon explique qu'elle n'a pas pu s'inscrire après qu'ils aient perdu leurs parents à cause d'une épidémie. C'est alors qu'il a formé un groupe avec ses amis et a commencé à aventurer pour gagner assez d'argent pour envoyer Maya à l'académie. Quand Light voit à quel point ils se soucient l'un de l'autre, cela lui rappelle sa propre sœur, et il leur assure que Mia réussira certainement car elle est très talentueuse. Maya pense qu'il est juste gentil, mais Light la fait rougir quand il dit qu'il croit vraiment en son potentiel. Après cela, son frère demande pourquoi Light a décidé de devenir un aventurier. Light explique qu'il a perdu ses parents dans un incendie et leur dit que ses compagnons voyagent avec lui pour trouver une potion capable de guérir les terribles cicatrices qu'il a subies des flammes. Tout le monde se tait après avoir entendu cela, mais Jimra se lève soudainement avec excitation et lâche si Gold est l'ex-petite amie de Nemumu, ce qui la met instantanément hors d'elle dans le déni. Gold acquiesce et dit qu'il n'est intéressé que par les dames matures, assez éblouissantes pour correspondre à son aura dorée. Ailleurs dans le donjon, Yanok complimente Kaido d'avoir rapidement abattu un autre orc. Mais Kaido est frustré que sa lame légendaire, Grandus, soit gaspillée sur de simples monstres. Yanok l'assure calmement que ces ingrédients sont essentiels pour sa recherche afin de dépasser le plafond de niveau de chaque race. Après avoir collecté le dernier échantillon d'orques, il ajoute que le prochain ingrédient principal sera des humains, ce qui capte immédiatement toute l'attention de Kaido. 2 semaines plus tard, le groupe de Light devient célèbre sous le nom de Mofli Noir dans toute la ville, et il apporte régulièrement des matériaux rares, ce qui fait que même l'attitude froide de la réceptionniste envers eux change du tout au tout. Dehors, Light traverse la ville avec satisfaction alors que tous les autres aventuriers reconnaissent son groupe. À ce moment-là, 2 hommes s'approchent et demandent s'ils sont les Mofli Noirs, le nom que tout le monde en ville a commencé à utiliser pour eux. Namyomu tire immédiatement sa dague et lui ordonne d'aller droit au but. Alors le gars nommé Sullivan se présente, ainsi que son partenaire Gilbert. Il explique qu'ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles le groupe aurait chassé une mante à 4 faux, bien que Gilbert en doute, affirmant qu'ils en ont cherché une pendant des années sans succès. Namibu demande s'il traite son seigneur de menteur, mais Sullivan clarifie rapidement qu'ils sont venus les encourager. Il dit que de nombreux humains sont heureux de voir quelqu'un enfin donner une vraie compétition aux races arrogantes qui les méprisent. Après leur départ, Light entend quelques aventuriers non humains devant lui qualifier ses exploits de mensonges, mais Gold dit avec confiance qu'ils peuvent les faire taire avec des résultats concrets et irréfutables. À l'intérieur du donjon, Light s'envole vers le 5e étage et aperçoit le groupe d'enfants. Alors il passe leur dire bonjour. Il est surpris que leur chemin ne se soit pas croisé en 2 semaines, mais le frère de Mia lui rappelle que ce donjon est exceptionnellement grand. Pourtant, il est heureux qu'ils se soient retrouvés car Mia a quelque chose qu'elle a préparé pour Light. La jeune fille s'avance timidement et lui tend une petite étagère remplie d'une pommade spéciale pour les brûlures, un remède familial que sa défunte grand-mère lui a appris à faire pour aider à soulager la douleur. Light est sans voix devant ce geste et la remercie du fond du cœur. Il pense qu'elle mérite quelque chose en retour, alors il invoque un bracelet de rang double S et le lui offre. Mia hésite à accepter, mais quand il dit que c'est un cadeau, elle promet de le chérir pour le reste de sa vie. Plus tard cette nuit-là, Namumu demande à Light si c'était vraiment une bonne idée d'échanger un objet si rare contre une crème maison inutile, mais Gold lui dit d'être moins matérialiste et croit que leur seigneur a fait un excellent choix pour une fille comme elle, expliquant que le bracelet peut créer de petits miracles lorsque l'utilisateur le souhaite de tout son cœur. Au 5e étage, entièrement recouvert d'une épaisse neige, Light ordonne aux 2 de chasser des Yedis pour lui et se téléporte dans sa salle du trône, où Mei et les autres l'attendent déjà. Après que Mei lui ait servi une tasse de thé frais, il demande aux filles combien de temps leur plan de vengeance prendra encore, et Ellie répond qu'elle est très proche de le terminer. En entendant cela, Light est impressionné et la taquine en disant qu'il n'y avait peut-être pas besoin qu'il revienne du tout si elle gérait tout si parfaitement, la faisant rougir comme une tomate. Il sourit et lui dit de demander tout ce dont elle a besoin, félicitant également Mei et Oyuki de poursuivre leur excellent travail. Nazuna se sent délaissée. Alors elle demande avec enthousiasme quel sera son travail, les yeux pétillants. Light lui ordonne donc de veiller à la sécurité de tous, car on ne sait jamais quand un dangereux super vilain dont ils ignorent l'existence pourrait apparaître. Ellie lui demande si elle est vraiment heureuse avec cette simple tâche, mais Nazuna lui dit joyeusement de se dépêcher de finir la sienne car elle ne peut protéger personne tant qu'Ellie n'a pas terminé. Agacée, Ellie dit qu'elle donne déjà tout pour que tout soit parfait, car Lord Light ne mérite rien de moins que le meilleur. Light sourit et a hâte de voir le désespoir sur le joli visage de Sacha quand le moment viendra enfin. De retour dans le donjon, Sullivan demande à Gilbert ce qu'il pense du magicien des Mofli Noirs qui utiliserait prétendument de la magie de classe tactique. Gilbert admet que ce n'est peut-être pas une fausse nouvelle puisque le témoin était une jeune fille humaine, et se demande si le magicien pourrait même être un héros légendaire. Sullivan espère qu'ils deviendront les légendes qui renverseront cette société pourrie où les autres races traitent les humains comme de la saleté, puis s'éloigne un instant pour une pause pipi. Au moment où il revient, la tête coupée de Gilbert est au sol, et Kaido remarque qu'il est insultant pour un elfe d'attendre le retour d'un insecte humain. Sullivan essaie de rester calme et de penser à un plan d'évasion, et Kaido devient furieux de son silence.
Il nargue l'humain, lui demandant s'il est sourd ou quelque chose, car même un inférieur devrait réagir quand le cadavre de son ami est juste devant lui. Sullivan refuse de céder à la provocation, pensant plutôt désespérément à la façon de s'échapper et de faire un rapport à la guilde. Avec cette pensée, il s'excuse silencieusement auprès de ses amis tombés et lance une bombe fumigène. Sachant que même la puissante magie de l'elfe est inutile s'il ne peut pas voir sa cible. Il traverse le donjon avec confiance, car il connaît chaque recoin, mais il est soudainement frappé violemment à la tête. Quand il se retourne sous le choc, il voit Kaido flotter derrière lui sur un disque magique. Yanok l'assomme et soupire qu'il avait spécifiquement demandé des humains vivants, pourtant Kaido les a tous tués sauf celui-ci. Kaido hausse les épaules et lui dit de se contenter de celui qu'il a, mais Yanok marmonne qu'une expérience réussie nécessite toujours des dizaines d'échecs, alors Kaido promet de laisser le reste des déchets en vie tant qu'il n'ose pas riposter. En entendant cela, le scientifique fou rit que même des déchets sans valeur comme les humains peuvent encore devenir des matériaux précieux pour ses recherches, et bientôt, le monde entier comprendra quel est vraiment le rôle des humains. Alors que l'histoire change, Namimu s'est retrouvée dans une dispute avec la réceptionniste. Elle exige qu'elle augmente immédiatement le rang de son maître. La pauvre réceptionniste tremble sous sa fureur et essaie de la raisonner, expliquant que la guilde a déjà fait une énorme exception en le promouvant doublement du rang F au rang D. Namimu, cependant, refuse d'écouter et insiste que son seigneur Light ne mérite rien de moins qu'un rang S supplémentaire. Quand elle ne cède toujours pas, la réceptionniste a une idée et leur dit que son rang peut être augmenté à nouveau s'ils parviennent à accomplir une autre tâche majeure. Light demande quel genre d'exploit il s'agit et reçoit la demande de mission. Plus tard cette nuit-là, les trois s'assoient ensemble pour discuter de la mission qui implique la capture d'un tueur en série qui terrorise la région. Cela semble être une bonne occasion de monter de rang, mais le problème est qu'ils n'ont absolument aucune piste sur le coupable. Gold suggère que Light utilise son gacha pour tirer une carte qui pourrait aider à localiser le tueur, mais Light explique que les cartes qu'il obtient sont complètement aléatoires, donc si Fier ne serait pas intelligent. Au milieu de leur discussion, un portail s'ouvre soudainement de nulle part et Mia tombe à travers pour être rattrapée par Light juste à temps. Elle est couverte de blessures et le bracelet que Light lui a donné se brise au moment où elle atterrit. Light la porte au lit et lance un sort de guérison. Il utilise ensuite sa carte SR Hypnose pour fouiller ses souvenirs. Le groupe de Wardy avait été averti d'un tueur en série rôdant dans la zone. Maya avait dit à son frère qu'il n'avait aucune chance puisque le meurtrier pouvait lancer plusieurs sorts à la fois, et même les aventuriers qui avaient apporté l'avertissement s'étaient enfuis, leur criant de faire de même. Wardy a mené son équipe à la retraite, mais Mike était déjà tombé. Ils ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient avant de s'arrêter pour reprendre leur souffle, bien que Wardy savait que camper là n'était rien de moins qu'un suicide. Juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, Kaido et l'Elfe Noir sont apparus. Ignorant la menace, le groupe de Wardy a partagé la nouvelle des meurtres en cours, leur conseillant de fuir tant qu'ils le pouvaient. Kaido a écouté calmement puis a souri, disant qu'il comprenait enfin pourquoi le nombre d'aventuriers avait chuté si drastiquement. Le scientifique fou à côté de lui a ri et les a remerciés pour les informations utiles. Avant que quiconque ne puisse réagir, les elfes ont commencé à marmonner qu'ils auraient dû mieux couvrir ça, et alors que Wardy les regardait avec confusion, Kaido a tiré sa lame et a dit froidement que c'était la fin du jeu pour eux. Le groupe de Wardy se fiche de terreur quand ils réalisent que les deux qui se tiennent devant eux sont les tueurs en série dont tout le monde parle. Wardy et les deux autres garçons crient à Mia de courir pendant qu'ils retiennent les tueurs, mais l'expression de Kaido se tord de fureur face à leur défi, et il leur grogne de connaître leur place avant de taillader Wardy à travers la poitrine. Malgré tout, les deux autres se jettent sur lui avec un courage désespéré pour être abattus de la même manière brutale. La vision de Maya se trouble de larmes, alors que son frère, saignant abondamment, se force à se relever une fois de plus et la presse de fuir. Jimra et le dernier garçon se remettent aussi péniblement sur leurs pieds puis se précipitent vers l'elfe qui les abat sans effort une fois de plus. Les cris de Maya résonnent, tandis que Yannak soupire et rappelle à Kato qu'il vient de gâcher de parfaits sujets d'expérimentation humains. Kato ricane, affirmant que ce n'est pas sa faute si des faibles insistent pour lui faire perdre son temps en ripostant. Yannak se plaint que Kato en a déjà massacré trop et ne lui a laissé presque personne pour expérimenter, puis tous deux tournent leur attention vers Maya. L'elfe noir médite à voix haute que les mages humains sont en fait très précieux, et Kato sourit, promettant d'être plus prudent avec son tempérament cette fois-ci. Il jette ensuite un coup d'œil à sa forme tremblante, et demande à Yannak s'il a le temps de s'adonner à quelques plaisirs un peu sales. Yannak, dégoûté, marmonne qu'il n'est pas intéressé et s'éloigne. Maya recule, la voix tremblante, suppliant l'homme de rester à distance. Mais Kato ne fait que rire, déclarant qu'elle devrait se sentir honorée d'être utilisée par le héros légendaire du futur. Il lui dit qu'elle devrait être heureuse, mais à ce moment précis, le frère de Maya se relève. Yannak est impressionné par Wardy et dit à Kato qu'il a absolument besoin de cet humain vivant, le revendiquant comme son spécimen principal. Wardy sourit en regardant sa sœur et lui dit de s'enfuir. Tandis qu'elle s'enfuit enfin, Yannak crie à Kato de courir et de la rattraper. Kato trouve désagréable d'être commandé alors qu'il est le chef et il repousse Wardy. Yannak rappelle à Kato qu'il a besoin de son spécimen principal vivant. Wardy pousse alors son cerveau à ses limites et se souvient de ce que Gold lui avait dit sur les batailles, qui sont avant tout une question de créativité et d'habileté. Il met ce savoir à profit et lance son épée vers l'elfe, qui lui tranche les cheveux, puis enchaîne avec son bouclier.
l'utilisant comme arme d'attaque et déséquilibrant Kato, le faisant tomber au sol. Il rit de son exploit et traite le gars de perdant. En entendant cela, Kato perd son sang-froid une fois de plus et utilise sa compétence d'épée, poignardant le pauvre garçon en plein milieu de la poitrine. Alors que Kato s'apprête à s'en prendre de nouveau au garçon, Yannack s'avance et rappelle à son maître que le spécimen mage s'est enfui et qu'il doit la rattraper à moins que la nouvelle de ce qu'ils ont fait ne se répande. Kato grince des dents, mais il fait exactement cela et rattrape rapidement Maya, la bloquant avec une attaque devant elle. Kato se vante de pouvoir créer plusieurs lames et les contrôler à volonté grâce à son trésor appelé Grandus, une épée légendaire de classe Fantasma. Il utilise ses épées comme des marches pour descendre tandis que Maya espère désespérément un miracle et invoque une épée de glace, mais Kato la contre sans effort et lui rappelle qu'elle sait déjà qu'elle n'est pas de taille face à lui. Maya court à nouveau, s'accrochant à l'idée que si elle pouvait juste atteindre Monsieur Ténèbres, il pourrait l'aider, mais Kato la fait trébucher en pleine course. Il continue de lui dire d'abandonner et de le laisser faire ce qu'il veut, mais elle refuse de céder, le traitant de tout sauf d'un véritable héros légendaire comme Monsieur Ténèbres, et l'accusant d'être un lâche qui s'en prend aux faibles. Les mots piquent alors que Kato se souvient d'avoir été raillé et insulté par les elfes après avoir été expulsé du prestigieux groupe connu sous le nom des Chevaliers Blancs parce qu'ils n'avaient jamais pu atteindre leur niveau. Quand Maya le traite de perdant sans colonne vertébrale, sa colère devient incontrôlable et il continue de lui crier de se taire tout en frappant encore et encore, avec ses compétences d'épée qu'elle ne peut clairement pas endurer. Même si elle lutte, la détermination de Maya brûle intensément alors qu'elle jure de survivre pour ceux qui lui ont donné une chance. Et à ce moment-là, le bracelet à son poignet s'active soudainement, réalisant ce qui s'est passé, notre garçon serre le même bracelet fermement de douleur et ordonne à son équipe de se mettre en mouvement. Pendant ce temps, Yannack essaie de sauver ses sujets d'expérimentation. Mais au moment où il les vérifie, Wardy a déjà rendu son dernier souffle. Il regrette d'avoir perdu un spécimen aussi précieux. Et à ce moment précis, Kato arrive. Quand Yannack demande s'il a attrapé la fille, l'elfe regarde autour de lui, confus. Yannack se moque de lui pour avoir perdu la trace d'une simple enfant malgré qu'il soit un ancien membre des Chevaliers Blancs, mais Kato se défend, disant que ce n'était pas sa faute puisque la fille s'est évanouie dans la nature. Il insiste qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de savoir qu'elle avait un objet de téléportation, bien que Yannack doute qu'un humain puisse jamais posséder quelque chose d'aussi rare et coûteux. L'elfe noir commence à paniquer, réalisant que si la nouvelle de leurs actions atteint la guilde, le royaume elfique le découvrira certainement. Il ajoute qu'une fois qu'ils apprendront que Kato a volé l'épée Grandus, leur destin sera scellé. En entendant cela, Kato mouille son pantalon, sachant que les Chevaliers Blancs et le Capitaine Infernal viendraient sûrement le chercher. Le capitaine seul est au-delà du niveau 3000, tandis que chaque chevalier sous ses ordres se tient au-dessus de 2000, ne laissant à Kato aucune chance de survivre. Yannack a essayé de le calmer, disant qu'ils ont juste besoin de terminer sa recherche afin qu'il puisse aider Kato à dépasser sa limite de niveau, ce qui résoudrait tout. Mais juste au moment où ils reprennent espoir, notre garçon apparaît soudainement devant eux et déclare qu'ils n'iront nulle part. Kato devient mal à l'aise car il sait que personne ne pourrait s'approcher furtivement d'un niveau 1500 comme lui, et Light apprend que seul Elio a survécu tandis que les deux autres garçons ont disparu. Yannack est stupéfait que Gold ait emporté Elio sans même qu'il ne s'en aperçoive, et Light utilise immédiatement un sort de soin pour panser les blessures des garçons. Il demande ensuite avec colère ce que ses enfants ont fait pour connaître un tel sort, et il admet qu'il avait imaginé grandir avec eux comme amis si le monde n'était pas si injuste. Light se tourne alors vers les elfes et il jure qu'il leur fera payer ce qu'ils ont fait. Yannack essaie de négocier, soulignant que c'est lui qui a soigné le garçon, tandis que Kato se pavane toujours, mais Light dit calmement aux elfes qu'il a pris la fille et qu'il ne rapportera pas cela à la guilde. Kato éclate alors d'un rire fou et affirme que la seule solution est de se débarrasser de tous pour qu'il n'ait plus à s'inquiéter. Se vantant d'être un héros légendaire, Light bascule pourtant dans une sorte de folie pure et jure qu'il déchirera Kato de ses propres mains, et il dit à Nememu et Gold de rester en dehors de son combat alors qu'il s'avance. Kato ne réalise pas à qui il a affaire et charge droit sur notre garçon, mais peu importe le nombre de fois qu'il frappe, chaque attaque est bloquée par le bâton de Light. Yannack n'en croit pas ses yeux, car aucun humain ne devrait être capable de tenir tête à une épée légendaire et à un elfe. Kato continue de taillader sauvagement dans sa folie, mais Light le frappe au ventre et le renvoie voler en arrière. Light se moque de lui, disant qu'il avait espéré que le gars serait meilleur que ça, car, à ce rythme, il pourrait accidentellement finir par le tuer trop rapidement. Enragé, Kato active Grandus et invoque d'innombrables épées de différents attributs qui pleuvent sur Light. Pourtant, Light esquive sans effort chacune d'elles. Et même lorsque Kato essaie de le prendre par surprise en plein air, il l'a déjà senti et bloque l'attaque avec aisance. Le spectacle laisse l'elfe noir complètement sans voix alors qu'il peine à croire ce dont il est témoin. Kato accuse Light de tricher en s'habillant comme un mage tout en combattant comme un guerrier, mais Light répond calmement qu'il est vraiment un mage bien que l'elfe refuse de le croire. Light conjure alors des épées de glace sans même chanter, et Kato essaie désespérément de contrer, mais toutes ses attaques sont bloquées par les lames scintillantes. Light les manie avec une maîtrise parfaite, les faisant même tournoyer autour de lui dans une barrière semblable à une tornade. Kato refuse toujours d'accepter la défaite et lève sa lame haut, criant qu'il y avait de l'amour par le maître d'antan. En entendant ce mot, Light plisse les yeux et lui demande ce qu'il sait de ce maître, et Kato rit, déclarant qu'il est né avec le sang d'un maître coulant en lui. C'est pourquoi il est connu comme un sous-maître.
C'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.